Donc le chat décide de manger ses croquettes au moment où je commence ma vidéo. Tu me dis quand t'as fini le chat? On va attendre. Il n'y a plus de croquettes. Ah, il en restait une. C'est bon? On peut y aller? Tu vas boire un coup peut-être maintenant? Tu vas faire du bruit comme ça? Non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des FODMAP. Alors, les FODMAP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un type de glucides qu'on va dire à chaîne courte. Alors, je vais essayer de ne pas vous rentrer dans les termes trop scientifiques, mais de vous expliquer de manière simple et compréhensible ce que sont les FODMAP. Et en fait, pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est principalement une des causes de troubles digestifs chez beaucoup de personnes. Et du coup, on va voir ensemble aujourd'hui ce que sont les FODMAP, comment éventuellement les éviter ou comment surtout réussir à voir auxquels vous êtes potentiellement sensible. Donc si vous avez vous-même des petits désagréments digestifs de type ballonnement, de type maux de ventre, de type constipation, diarrhée, et j'en passe et des meilleurs, eh bien regardez cette vidéo parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et j'ai envie de vous en parler notamment aujourd'hui parce que je sais que ces troubles digestifs, donc qu'on appelle également le syndrome du côlon irritable, je sais qu'il y a beaucoup de personnes véganes, donc qui ont un régime alimentaire végétalien, qui souffrent de ce type de problème. Du coup, je pensais que c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui pour vous montrer qu'il existe des solutions. Donc on va reprendre depuis le début, j'ai mes petites notes à côté parce que c'est un peu technique les FODMAP pour être sûr de ne rien oublier. Alors les FODMAP c'est en fait un acronyme qui veulent dire fermentés cibles oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Voilà, j'imagine que ça ne vous parle pas beaucoup et à la limite on s'en fout un peu de ce que ça veut vraiment dire. Ce qui va nous intéresser c'est plutôt de savoir dans quoi ces FODMAP sont présents et comment on va faire, en gros en quoi ça peut nous intéresser quand on a des problèmes de bidon. Alors en fait ces glucides ils posent problème parce qu'ils ne sont pas absorbés dans l'intestin grêle comme c'est normalement le cas pour les glucides et donc ils vont se retrouver dans le côlon. Et là dans le côlon ce sont les bactéries qui sont présentes dans le côlon qui vont digérer ces petits glucides, mais sauf qu'en digérant ces glucides elles vont fermenter, en fait elles vont les fermenter et du coup elles vont créer du gaz, donc elles vont créer des petites bulles et elles vont retenir l'eau qui est présente dans tout ce qui les entoure. Et du coup, ces petites bulles vont se condenser et donc ça va créer évidemment des bulles d'air dans les intestins, donc des douleurs, des ballonnements et potentiellement des troubles plutôt intestinaux de type constipation, diarrhée, maux de ventre, etc. Voilà, donc un cocktail plutôt sympa, mais qui n'est pas une fatalité. Pour vous aider à comprendre un peu mieux, je vous invite à aller voir une vidéo de la Monash University, qui est une université australienne qui travaille énormément sur le sujet, qui est à la pointe des connaissances sur le sujet. C'est vraiment la référence en la matière. Et ils ont fait une vidéo, alors qui est en anglais, mais les images sont assez explicites. Je pense que même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une petite vidéo courte et ça vous explique très bien ce qui se passe et pourquoi les FODMAP posent problème. Et l'intérêt du coup de connaître ces FODMAP, c'est qu'en les éliminant, ou en tout cas en arrivant à savoir auxquels vous êtes sensible, parce qu'il y a plusieurs familles de FODMAP et vous n'êtes pas forcément sensible aux mêmes familles, ça peut aider à vraiment soulager les problèmes digestifs et donc les problèmes liés au syndrome du côlon irritable. Alors ça ne veut pas dire que tous les symptômes du côlon irritable sont dus aux FODMAP, mais généralement, en éliminant les FODMAP de notre alimentation durant une courte période et en arrivant à identifier auxquels vous êtes sensible, là, ça va vraiment vous aider. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que moi aussi, voilà, comme beaucoup de Français et comme beaucoup de véganes, j'ai des problèmes digestifs. Mais je tiens à préciser que ces problèmes digestifs n'ont en aucun cas démarré lorsque j'ai commencé à adopter une alimentation végétalienne. Je préfère le préciser parce que je vois déjà arriver les détracteurs qui vont dire « Oui, mais les véganes, vous avez tout le temps mal au ventre, voilà, c'est pas possible d'avoir un régime alimentaire végane parce que forcément, on est en mauvaise santé, on a mal au ventre, on a des problèmes digestifs. » C'est faux. Moi, j'avais ces problèmes-là depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Et le fait de devenir végane n'a rien changé, ça n'a pas été pire, ça n'a pas été mieux, ça a toujours été comme ça. Mais je pense qu'effectivement, il est possible que le régime végétalien puisse augmenter ces manifestations de problèmes digestifs parce que les FODMAP sont contenus dans énormément d'aliments consommés par les véganes. Donc voilà, je sais qu'effectivement, l'alimentation végétalienne contient beaucoup d'aliments qui contiennent des FODMAP, donc ça peut augmenter les problèmes digestifs, mais en arrivant à identifier les familles de FODMAP auxquelles vous êtes sensible, vous pourrez
sensiblement réduire les problèmes digestifs, voire les éliminer complètement. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de vous en parler, c'est que je vois effectivement beaucoup de personnes véganes qui se plaignent d'avoir des maux de ventre et des problèmes digestifs. Certaines reviennent même en arrière et abandonnent le régime végétalien en se disant que c'est la cause de tous leurs problèmes et que du coup c'est pas possible pour elles d'être végane. Alors je ne juge personne, chaque situation est différente, chacun fait son propre chemin, chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit, et que pour certaines personnes, peut-être effectivement c'était pas possible pour elles d'avoir un régime alimentaire végétalien, mais je trouve ça dommage que certaines personnes n'aillent pas chercher plus loin et se disent simplement j'ai essayé de manger vegan, ça m'a pas réussi, j'ai eu mal au ventre, du coup j'arrête, c'est pas possible. Je trouve ça assez dommage, surtout quand on arrive à comprendre ce que sont les FODMAP et à quel point c'est facile de mettre fin à ces petits problèmes digestifs. Enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai envie de vous en parler, c'est que les FODMAP, c'est encore assez peu connu. Et je sais que moi, la première fois, par exemple, que j'en ai entendu parler et qu'on m'a dit il faut éliminer tous les FODMAP et ça enlèvera tous tes problèmes digestifs, j'ai halluciné parce que ça peut être très contraignant. La liste d'aliments contenant des FODMAP est quand même assez conséquente et j'avais l'impression que je n'allais plus pouvoir rien manger, absolument rien. Je me disais mais en fait tout ce qui est dans la liste c'est tout ce que je mange, donc comment je vais m'en sortir? Donc du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous expliquer que c'est absolument possible d'être végane et d'adopter une alimentation pauvre en FODMAP et surtout qu'il y a un protocole à suivre et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, que ça peut s'avérer très simple à partir du moment où on prend les choses calmement, posément et avec un minimum d'informations. Alors la première chose à savoir sur l'alimentation pauvre en FODMAP, c'est sur quelle liste d'aliments on se base. Parce que si vous faites un peu de recherche sur le sujet, moi ça a été mon cas au début, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de contradictions qui existent un peu partout, que ce soit dans les livres sur le sujet, dans les sites internet, sur toutes les ressources possibles sur les FODMAP, il y a énormément de contradictions. Et il y a par exemple un aliment qui va se retrouver à la fois dans la liste des aliments à privilégier et dans la liste des aliments à éviter. Alors du coup, moi je me disais, what the fuck, qu'est-ce que je fais du coup? Comment je sais si tel aliment je peux le manger ou pas? En quelle quantité, etc. Enfin, il y a un moment, c'est quand même relativement frustrant et déprimant parce qu'on se dit, mais au final, je ne sais plus du tout sur quelle liste me baser. C'était vraiment hallucinant. Moi j'ai téléchargé des dizaines de listes, j'ai regardé dans des bouquins, qu'il n'y en avait pas une qui était cohérente. Finalement, après en avoir discuté avec un expert dans le sujet et après avoir fait pas mal de recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, la seule liste vraiment fiable, c'est celle de la Monash University, dont je vous parlais précédemment, ceux qui ont fait la super vidéo qui vous explique en quoi les FODMAP posent problème. En fait, ce sont les seuls à vraiment faire des recherches très très pointues sur le sujet et à surtout actualiser leurs résultats hyper souvent. Donc du coup, si vous voulez vraiment avoir une liste précise, fiable et actualisée, parce que les recherches sont toujours en cours, donc des fois ils se rendent compte qu'il y a un aliment qu'ils n'avaient pas encore testé, et bien en fait il se trouve que cet aliment contient des FODMAP, donc il vaut mieux l'éviter. C'est tout le temps mis à jour. Donc c'est vraiment la liste de la Monash University sur laquelle il faut se baser, c'est celle qui est le plus à jour et la plus fiable. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont créé une application qu'ils remettent à jour très souvent avec les actualités de leurs recherches et elle regroupe tous les aliments, enfin quasiment, il y en a quelques-uns effectivement qui ne sont pas dans l'application parce qu'ils n'ont pas encore été testés, mais quasiment tous les aliments du quotidien se trouvent dans cette application et pour chaque aliment, il est expliqué quelle quantité vous pouvez consommer, si vous pouvez le consommer, et le type de FODMAP qu'il contient. Donc c'est hyper intéressant et moi je l'utilise tout le temps cette application. Seul bémol, cette application est payante. Alors je crois que c'est dans les 10 € si je me souviens bien, je l'ai téléchargée il y a un petit moment, donc j'avoue que je ne me souviens plus trop. Mais voilà, effectivement, c'est une application payante parce que derrière, il y a énormément de recherches, il y a énormément de contenu. Mais honnêtement, je ne peux que vous conseiller de la télécharger. Il y a également des recettes dans cette application, il y a des conseils. Enfin voilà, c'est pas juste une liste d'aliments, il y a vraiment tout un contenu derrière, assez solide. Alors comment on fait quand on est victime du syndrome du côlon irritable et que l'on souhaite adopter une alimentation pauvre en FODMAP ou en tout cas identifier ce à quoi on est sensible? L'idée, ça va être d'enlever effectivement tous ces FODMAP de votre alimentation pendant une courte période de temps et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est hyper contraignant. Soyons honnêtes, hein. La liste des aliments à enlever, elle est quand même assez longue et ça va être très contraignant, surtout si vous êtes végane puisque la plupart de ces aliments sont un peu la base de l'alimentation des véganes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur une longue durée. Enfin, je veux dire, on peut, hein, tout est possible, mais faut être réaliste et c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire avec le sourire. Donc, faut le savoir, cette période où on va enlever les FODMAP, elle va pas être très rigolote, mais heureusement, elle dure
assez peu de temps, généralement de 2 à 8 semaines. L'idée en fait, ça va être d'enlever les FODMAP jusqu'à ce que vous ayez une réduction des symptômes ou une disparition des symptômes. Une deuxième raison, c'est que cette période, elle doit vous aider à déterminer à quelle famille de FODMAP vous êtes sensible, parce que vous n'êtes probablement pas sensible à toutes les familles de FODMAP. Généralement, c'est 1 ou 2 par personne. Et c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que vous n'allez pas du coup devoir éliminer tous les FODMAP toute votre vie. Une troisième raison, c'est que si vous éliminez tous les FODMAP de manière permanente, ça peut être dangereux parce que les FODMAP, les aliments qui contiennent des FODMAP sont des bons aliments en soi, ce ne sont pas des mauvais aliments, c'est juste qu'ils contiennent un certain type de glucides qui potentiellement peut être difficile à digérer. Et l'idée, ça va vraiment être de faire sur, on va dire, de 2 à 8 semaines. C'est une moyenne générale, hein. Après... chaque personne est différente et voilà, mais en général, c'est ce qui est recommandé, de faire une élimination vraiment de 2 à 8 semaines. En fait, l'idée, ça va être d'éliminer les FODMAP jusqu'à disparition des symptômes, ou en tout cas jusqu'à les minimiser au maximum. Donc, ça va vraiment être ça, et c'est pour ça que ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes, en 2 semaines, ça va être nickel. Ils vont plus du tout avoir de symptômes. Pour d'autres, ça va prendre plus longtemps. Tout dépendra aussi de l'état d'inflammation des intestins. Et aussi, ça dépendra aussi de la façon dont vous appliquez les choses. Parce qu'il y a une chose à savoir sur la phase d'élimination des FODMAP, c'est que il n'y a pas trop droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est pas comme un régime où vous pouvez vous dire ah bah j'ai mangé que de la salade aujourd'hui, allez ce soir je me fais un éclair au chocolat. Les FODMAP, faut pas réfléchir comme ça, puisque si vous vous dites c'est bon, j'aime bien manger sans aucun FODMAP toute la journée, allez ce soir je me prends un truc qui en contient, on s'en fout. Ben non, parce que du coup ça va déclencher les symptômes et ça va foirer entre guillemets toute la phase d'élimination que vous avez fait avant. Donc c'est une phase où il va vraiment falloir être super strict et c'est pour ça que pour certaines personnes ça peut prendre plus de temps parce que au début ça demande un temps d'adaptation. Et vous allez voir, au début, il y a des moments où vous allez manger un truc et vous dire après, merde, en fait, ça, je ne devais pas le manger. Quand vous allez regarder sur la liste, vous allez vous rendre compte que, bah non, en fait, il ne fallait pas le manger. Donc voilà, ça va demander un certain temps d'adaptation, mais en général, entre 2 et 8 semaines, ça suffit largement pour éliminer les symptômes et en tout cas les réduire au maximum possible. Une fois cette phase d'élimination acquise, c'est là où vous allez pouvoir réintroduire petit à petit chaque famille de FODMAP pour voir à laquelle vous êtes sensible. Et c'est là où vous allez voir, voilà, en essayant une famille, est-ce que ça déclenche des symptômes ou pas? Si oui, bon, bah, il y a de fortes chances pour que vous soyez sensible à cette famille. Sinon, ok, on peut passer à la suivante. Donc tout ça, ça demande un certain protocole que je vais vous expliquer dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, parce que c'est quand même assez costaud. Mais voilà, l'idée, pour vous donner un ordre d'idée, ça se présente comme ça, une phase d'élimination et ensuite une phase de réintroduction de chaque famille pour voir à laquelle vous êtes sensible et laquelle vous fait mal au bidon. Alors la deuxième question, j'imagine que vous avez, c'est quels aliments contiennent ces fameux FODMAP? Donc là, c'est le moment où il ne faut pas pleurer parce que la liste, comme je vous l'ai dit, elle est assez longue et elle est assez conséquente. Donc, vous pouvez soit effectivement aller voir dans l'application de la Monash University. Je vous mets le lien également de téléchargement dans la barre d'infos. Et ce que j'ai fait pour vous, c'est que pour démarrer, je vous ai fait une petite liste des principaux aliments à privilégier. Donc, ceux qui sont pauvres en FODMAP, on appelle ça low FODMAP. Donc, ceux-là, vous pouvez y aller. Et également une liste des aliments à éviter qui, eux, contiennent énormément de FODMAP. Et donc là, il faudra absolument les éviter, en tout cas pendant la phase d'élimination. Donc je vous mets le lien pour les télécharger. Je vous ai fait 2 listes différentes. Vous pouvez les télécharger, vous mettez votre email, je vous les envoie. Et voilà, comme ça pourra vous servir au moins au début d'avoir un peu un ordre d'idée. Vous pouvez les imprimer, les coller sur votre frigo ou les garder sur votre ordinateur et voilà, pouvoir y jeter un œil d'une manière générale pour commencer à vous familiariser avec ça. Une autre chose que j'aimerais vous conseiller, c'est un livre, alors c'est en anglais, mais c'est un livre qui a été écrit sur justement comment adopter une alimentation pauvre en FODMAP quand on est vegan. Et le titre est très drôle, c'est What to eat when you can't eat anything. Ce qui veut dire que manger quand on ne peut rien manger. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a quand on est vegan et qu'on souhaite adopter un régime pauvre en FODMAP, c'est qu'on se dit mais je ne vais plus rien pouvoir manger. Parce qu'effectivement, quand on regarde la liste des aliments à éviter, je vais vous en donner un petit aperçu. Il y a notamment donc, dans les céréales et les pains, donc, tout ce qui va être le blé. Alors sachant que le gluten n'est pas un glucide, c'est une protéine. Donc techniquement, ce n'est pas un FODMAP. Malgré tout, c'est fortement conseillé de l'éliminer également pendant cette phase d'élimination parce que généralement, même si on n'est pas intolérant au gluten, le gluten peut malgré tout déclencher des problèmes digestifs chez la plupart des personnes. Donc voilà, on l'inclut dans la liste des FODMAP, même si techniquement c'est une protéine, donc ce n'est pas un glucide, donc ce n'est pas un FODMAP.
Donc dans les céréales et les pains, les aliments à éviter, il va y avoir tout ce qui va être blé, blé noir, boulgour, épeautre, enfin tout ce qui contient du gluten en gros, voilà. Dans les légumes, alors ce qui contient le plus de FODMAP, ça va être l'ail et l'oignon. Alors là, c'est les plus élevés, donc ceux-là, vous les éliminez totalement pendant la phase d'élimination. Ensuite, il va y avoir des légumes comme de l'asperge, la betterave, le céleri, champignons, chou-fleur, chou vert, oignon j'ai dit, la patate douce, les petits pois, les poireaux. Donc voilà, ça fait quand même une liste, et la liste n'est pas finie, hein. Là, je vous ai mis les principaux, mais il y en a encore d'autres. Dans les fruits, on va avoir notamment les fruits à noyaux, donc les abricots, l'avocat, cerises, tous les fruits secs, donc les dattes, les figues, les raisins secs, les baies de goji, etc. Les mangues, les mûres, les nectarines, pamplemousse, pastèques, pêches, poires, pommes. Voilà, je sais, ça picote. Et c'est là où ça commence à faire vraiment mal quand on est vegan, c'est que la plupart des légumineuses sont très élevées en FODMAP, notamment donc tous les haricots, donc haricots blancs, noirs, rouges, les haricots. Les haricots azuki, les lentilles corail, les lentilles vertes, les pois chiches, voilà, tout ça, il faut éliminer pendant la phase d'élimination parce qu'ils sont très élevés en FODMAP et je sais que c'est quand même un peu la base de l'alimentation des véganes. Au niveau des oléagineux, vous pouvez quasiment tout manger sauf les noix de cajou et les pistaches. Donc ça va, vous pouvez quand même manger. Alors les amandes, il ne faut pas en manger trop, une dizaine maximum parce qu'après, effectivement, au-delà, la quantité devient trop importante et ça devient élevé en FODMAP. Ceci dit, quand on regarde la liste des aliments autorisés, elle est quand même très longue également et voilà, il est totalement possible de se faire une alimentation pauvre en FODMAP quand on est vegan en privilégiant simplement certains aliments. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que pendant cette phase d'élimination, il va falloir éviter au maximum les produits industriels ou alors vraiment regarder la liste des ingrédients très précisément, mais souvent les produits industriels contiennent des choses pas très clean ou des choses que vous allez voir vont être difficiles à éliminer, genre des oignons, de l'ail, de la farine de blé, etc. Donc tout ça, il va falloir éliminer pendant la phase d'élimination parce que ça va être compliqué de savoir concrètement ce que vous avez mangé, à moins vraiment de scruter la liste des ingrédients et ça devient très vite contraignant. Donc je vous conseille de revenir à des basiques, faire des choses simples, basiques, pas compliquées, naturelles et le moins transformées possible. Voilà, je crois que je vous ai dit pas tout sur les FODMAP, mais déjà une bonne partie pour que vous ayez déjà un bon aperçu de ce que sont les FODMAP, de pourquoi ils peuvent poser des problèmes digestifs, pourquoi ils vous font mal au bidon et de comment faire en tout cas la phase d'élimination. Je vous parlerai dans une autre vidéo de comment faire la phase de réintroduction et de comment réintroduire chaque famille, parce qu'il y a aussi un protocole quand même plutôt conseillé à suivre pour réussir à déterminer ce à quoi vous êtes vraiment sensible. Et voilà, n'hésitez pas à aller télécharger les listes que je vous ai fait des principaux aliments élevés et pauvres en FODMAP. Et je vous invite aussi à aller voir l'article que j'ai écrit sur le blog à ce sujet qui est encore plus complet. Il y a toutes les données, ce sera peut-être plus simple pour vous de lire tout ce que j'ai écrit plus posément, calmement. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et surtout, n'hésitez pas maintenant à me poser vos questions dans les commentaires, à me dire si vous connaissez les FODMAP, si vous avez des problèmes de bidon aussi, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. J'espère que j'ai été assez claire, j'ai essayé de rendre les choses à peu près claires et synthétiques, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup à dire sur les FODMAP. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire un peu ce que vous en avez pensé et je serai ravie d'y répondre. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt avec une prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu plus en détail, on parlera un peu plus en détail des FODMAP. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!